train filait à toute vapeur dans les ténèbres. Je me trouvais seul, en face d'un vieux monsieur qui regardait par la portière. On sentait fortement le phénol dans le wagon, du PLM, sans doute venu de Marseille. C'était par une nuit sans lune, sans air, brûlante. On ne voyait point d'étoiles et le souffle du train lancé nous jetait quelque chose de chaud, de mou, d'accablant, d'irrespirable. Partis de Paris depuis 3 heures, nous allions vers le centre de la France sans rien voir des pays traversés. Ce fut tout à coup comme une apparition fantastique. Autour d'un grand feu dans un bois, 2 hommes étaient debout. Nous vîmes cela pendant une seconde. C'étaient, nous sembla-t-il, 2 misérables en haillons rouges, dans la lueur éclatante du foyer, avec leurs faces barbues tournées vers nous, et autour d'eux, comme un décor de drame. Les arbres verts, d'un vert clair et luisant, les troncs frappés par le vif reflet de la flamme, le feuillage traversé, pénétré, mouillé par la lumière qui coulait dedans. Puis, tout redevint noir à nouveau. Certes, ce fut une vision fort étrange. Que faisaient-ils dans la forêt, ces 2 rôdeurs? Pourquoi ce feu dans cette nuit étouffante? Mon voisin tira sa montre et dit « Il est juste minuit, monsieur. Nous venons de voir une singulière chose. » J'en convins et nous commençâmes à causer, à chercher ce que pouvaient être ces personnages, des malfaiteurs qui brûlaient des preuves ou des sorciers qui préparaient un filtre. On n'allume pas un feu pareil à minuit, en plein été, dans une forêt pour cuire de la soupe. Que faisait-il donc? Nous ne pûmes rien imaginer de vraisemblable. Et mon voisin se mit à parler. C'était un vieil homme dont je ne parvins point à déterminer la profession, un original assurément fort instruit et qui semblait peut-être un peu détraqué. Mais sait-on quels sont les sages et quels sont les fous dans cette vie où la raison devrait souvent s'appeler sottise et la folie s'appeler génie? Il disait « Je suis content d'avoir vu cela. J'ai éprouvé pendant quelques minutes une sensation disparue. » Comme la terre devait être troublante autrefois, quand elle était si mystérieuse. À mesure qu'on lève les voiles de l'inconnu, on dépeuple l'imagination des hommes. Vous ne trouvez pas, monsieur, que la nuit est bien vide et d'un noir bien vulgaire depuis qu'elle n'a plus d'apparition? On se dit, plus de fantastique, plus de croyance, tout l'inexpliqué est explicable. Le surnaturel baisse comme un lac qu'un canal épuise. La science, de jour en jour, recule les limites du merveilleux. Eh bien moi, monsieur, moi, j'appartiens à la vieille race qui aime à croire. J'appartiens à la vieille race naïve, accoutumée de ne pas comprendre, de ne pas chercher, à ne pas savoir, faite au mystère environnant et qui se refuse à la simple et nette vérité. Oui, monsieur. On a dépeuplé l'imagination en supprimant l'invisible. Notre terre m'apparaît aujourd'hui comme un monde abandonné, vide et nu. Les croyances sont parties qui la rendaient poétique. Quand je sors la nuit, comme je voudrais frissonner de cette angoisse qui fait se signer les vieilles femmes le long des murs des cimetières et se sauver les derniers superstitieux devant les vapeurs étranges d'un marais. Et les fantasques feux follets. Comme je voudrais croire à ce quelque chose de vague et de terrifiant qu'on s'imaginait sentir passer dans l'ombre. Comme l'obscurité des soirs devait être sombre, terrible autrefois quand elle était pleine d'êtres fabuleux, inconnus, rôdeurs méchants, dont on ne pouvait deviner les formes, dont l'appréhension glaçait le cœur, dont la puissance occulte passait les bornes de notre pensée et dont l'atteinte était inévitable. Avec le surnaturel, la vraie peur a disparu de la terre, car on a vraiment peur de ce qu'on ne comprend pas. Les dangers visibles peuvent émouvoir, troubler, effrayer. Qu'est-ce là auprès de la convulsion que donne à l'âme la pensée
qu'on va rencontrer un spectre errant, qu'on va subir l'étreinte d'un mort, qu'on va voir accourir une de ces bêtes effroyables qu'inventa l'épouvante des hommes. Les ténèbres me semblent claires depuis qu'elles ne sont plus hantées. Et la preuve de cela, c'est que si nous nous trouvions seuls tout à coup dans ce bois, nous serions poursuivis par l'image de ces deux êtres singuliers qui viennent de nous apparaître dans l'éclair de leur foyer, bien plus que par l'appréhension d'un réel danger quelconque. Il répéta « On n'a vraiment peur que de ce qu'on ne comprend pas. » Et tout à coup, un souvenir me vint. Le souvenir d'une histoire que nous conta Tourguenieff un dimanche chez Gustave Flaubert. L'a-t-il écrit quelque part? Je n'en sais rien. Personne, plus que le grand romancier russe, ne sut faire passer dans l'âme ce frisson de l'inconnu voilé et, dans la demi-lumière d'un conte étrange, laisser entrevoir tout un monde de choses inquiétantes, incertaines, menaçantes. Avec lui, on la sent bien, la peur vague de l'invisible, la peur de l'inconnu qui est derrière le mur, derrière la porte, derrière la vie apparente. Avec lui, nous sommes brusquement traversés par des lumières douteuses qui éclairent seulement assez pour augmenter notre angoisse. Il semble nous montrer parfois la signification de coïncidences bizarres, de rapprochements inattendus, de circonstances en apparence fortuites, mais que guiderait une volonté cachée et sournoise. On croit sentir avec lui un fil imperceptible qui nous guide d'une façon mystérieuse à travers la vie, comme à travers un rêve nébuleux dont le sens nous échappe sans cesse. Il n'entre point hardiment dans le surnaturel comme Edgar Poe ou Hoffmann. Il raconte des histoires simples où se mêle seulement quelque chose d'un peu vague et d'un peu troublant. Il nous dit aussi ce jour-là, on a vraiment peur que de ce qu'on ne comprend point. Il était assis, ou plutôt affaissé, dans un grand fauteuil, les bras pendants, les jambes allongées et molles, la tête toute blanche, noyé dans ce grand flot de barbe et de cheveux d'argent qui lui donnait l'aspect d'un père éternel ou d'un fleuve d'Ovide. Il parlait lentement, avec une certaine paresse qui donnait du charme aux phrases et une certaine hésitation de la langue un peu lourde qui soulignait la justesse colorée des mots. Son œil pâle, grand ouvert, reflétait, comme un œil d'enfant, toutes les émotions de sa pensée. Il nous raconta ceci. Il chassait, étant jeune homme, dans une forêt de Russie. Il avait marché tout le jour et il arriva vers la fin de l'après-midi sur le bord d'une calme rivière. Elle coulait sous les arbres, dans les arbres, pleine d'herbes flottantes, profondes, froides et claires. Un besoin impérieux saisit le chasseur de se jeter dans cette eau transparente. Il se dévêtit et s'élança dans le courant. C'était un grand et très fort garçon vigoureux, hardi nageur. Il se laissait flotter doucement, l'âme tranquille, frôlé par les herbes et les racines, heureux de sentir contre sa chair le glissement léger des lianes. Puis tout à coup, une main se posa sur son épaule. Il se retourna d'une secousse. Il aperçut un être effroyable qui le regardait avidement. Cela ressemblait à une femme ou à une guenon. Elle avait une figure énorme, plissée, grimaçante, qui riait. Deux choses innommables, deux mamelles sans doute flottaient devant elle, et des cheveux démesurés, mêlés, roussis par le soleil, entouraient son visage et flottaient sur son dos. Tourguenieff se sentit traversé par la peur hideuse, la peur glaciale des choses surnaturelles. Sans réfléchir, sans songer, sans comprendre, il se mit à nager éperdument vers la rive. Mais le monstre nageait encore plus vite et lui touchait le cou, le dos, les jambes, avec de petits ricanements. Le jeune homme fou d'épouvante toucha la berge enfin et s'élança de toute vitesse à travers les bois sans même penser à retrouver ses habits et son fusil.
L'être effroyable le suivit, courant si vite que lui et grognant toujours. Le fuyard, à bout de force et perclus par la terreur, allait tomber, quand un enfant qui gardait les chèvres accourut, armé d'un fouet, et il se mit à frapper l'affreuse bête humaine, qui se sauva en courant et poussant des cris de douleur. Et Tourguenieff la vit disparaître dans le feuillage, pareil à une femelle de gorille. C'était une folle qui vivait depuis plus de 30 ans dans ce bois de la charité des bergers et qui passait la moitié de ses jours à nager dans la rivière. Le grand écrivain russe ajouta « Je n'ai jamais eu si peur de ma vie parce que je n'ai pas compris ce que pouvait être ce monstre. » Mon compagnon à qui je dis cette aventure reprit « Oui, on n'a peur que de ce qu'on ne comprend pas. On éprouve vraiment l'affreuse convulsion de l'âme qui s'appelle l'épouvante que lorsque se mêle à la peur de la terreur superstitieuse des siècles passés. Moi, j'ai ressenti cette épouvante dans toute son horreur, et cela pour une chose si simple et si bête que je n'ose à peine la dire. Je voyageais en Bretagne, tout seul, à pied. J'avais parcouru le Finistère, les landes désolées, les terres nues où ne pousse que l'ajonc, à côté des grandes pierres sacrées, des pierres hantées. J'avais visité, la veille, la sinistre pointe du Raz, ce bout du vieux monde, où se battent éternellement deux océans, l'Atlantique et la Manche. J'avais l'esprit plein de légendes et d'histoires lues ou racontées sur cette terre des croyances et des superstitions. Et j'allais de Pont-Marche à Pont-l'Abbé, de nuit. Connaissez-vous Pont-Marche? Un rivage plat, tout bas, plus bas que la mer, semble-t-il. On la voit partout, menaçante et grise, cette mer pleine d'écueils baveux comme des bêtes furieuses. J'avais dîné dans un cabaret de pêcheurs et je marchais maintenant sur la route droite entre deux landes. Il faisait très noir. De temps en temps, une pierre druidique, pareille à un fantôme debout, semblait me regarder. Et peu à peu, entrait en moi une appréhension vague. De quoi? Je n'en savais rien. Il est des soirs où l'on se croit frôlé par les esprits, où l'âme frissonne sans raison, où le cœur bat sous la crainte confuse de quelque chose d'invisible que je regrette. Moi. Elle me semble longue, cette route. Longue et vide interminablement. Aucun bruit, que le ronflement des flots là-bas derrière moi, et parfois ce bruit monotone et menaçant semblait tout près, si près que je le croyais sur mes talons courant par la plaine avec leur fond d'écume, que j'avais envie de me sauver, de fuir à toutes jambes devant eux. Le vent, un vent bas soufflant par rafales, faisait siffler les ajoncs autour de moi, et bien que j'allasse très vite, j'avais froid dans les bras et dans les jambes. Un vilain froid d'angoisse. Comme j'aurais voulu rencontrer quelqu'un, parler à quelqu'un. Il faisait si noir que je distinguais à peine la route maintenant. Et tout à coup, j'entendis devant moi, très loin, un roulement. Je pensais, tiens, une voiture. Puis, je n'entendais plus rien. Au bout d'une minute, je perçus distinctement le même bruit plus proche. Je ne voyais aucune lumière. Cependant, je me suis dit, ils n'ont pas de lanterne, quoi d'étonnant dans ce pays sauvage. Le bruit s'arrêta encore, puis il reprit. Il était trop grêle pour que ce fût une charrette, et je n'entendais point d'ailleurs le trot du cheval, ce qui m'étonnait car la nuit était calme. Je cherchais. Qu'est-ce que cela? Il approchait toujours, et brusquement,
Une crainte confuse, stupide, incompréhensible me saisit. Qu'est-ce que cela? Il approchait très vite, très vite. Certes, je n'entendais rien qu'une roue, aucun battement de fer ou de pied, rien. Qu'était-ce cela? Il était tout près, tout près. Je me jetais dans un fossé par un mouvement de peur instinctive et je vis passer contre moi une brouette qui courait toute seule, personne ne la poussant. Oui, oui, une brouette, toute seule. Mon cœur se mit à bondir si violemment que je m'affaissai sur l'herbe et j'écoutais le roulement de la roue qui s'éloignait, qui s'en allait vers la mer, et je n'osais plus me lever, ni marcher, ni faire un seul mouvement, car si elle était revenue, si elle m'avait poursuivi, je serais mort de terreur. Je fus longtemps à me remettre, bien longtemps. Je fis le reste du chemin avec une telle angoisse dans l'âme que le moindre bruit me coupait la laine. Est-ce bête? Dites. Mais quelle peur! En y réfléchissant plus tard, j'ai compris. Un enfant, nu-pied, l'amenait sans doute cette brouette, et moi, j'ai cherché la tête d'un homme à la hauteur ordinaire. Comprenez-vous cela? Quand on a déjà dans l'esprit un frisson de surnaturel, une brouette qui court toute seule, quelle peur! Il se tut une seconde, puis reprit. « Tenez, monsieur, nous assistons à un spectacle curieux et terrible, cette invasion du choléra. Vous sentez le phénol dont les wagons sont empoisonnés? C'est qu'il est là, quelque part. Il faut voir Toulon en ce moment. Allez, on sent bien, lui, qu'il est là, lui. Et ce n'est pas la peur d'une maladie qui affole les gens. Le choléra, c'est autre chose, c'est l'invisible, c'est un fléau d'autrefois, des temps passés, une sorte d'esprit malfaisant qui revient et qui nous étonne autant qu'il nous épouvante, car il appartient, semble-t-il, aux âges disparus. Les médecins me font bien rire avec leurs microbes. Ce n'est pas un insecte qui terrifie les hommes au point de les faire sauter par les fenêtres, c'est le choléra. L'être inexprimable et terrible venu du fond de l'Orient. Traverser Toulon. On danse dans les rues. Pourquoi danser en ces jours de mort? On tire des feux d'artifice dans toute la campagne autour de la ville. On allume des feux de joie. Des orchestres jouent des airs joyeux sur toutes les promenades publiques. Pourquoi cette folie? C'est qu'il est là. C'est qu'on le brave. Non pas le microbe, mais le choléra. Et qu'on veut être crâne devant lui, comme auprès d'un ennemi caché qui vous guette. C'est pour lui qu'on danse, qu'on rit, qu'on crie, qu'on allume ses feux, qu'on joue des valses. Pour lui, l'esprit qui tue. Qu'on sent partout présent, invisible, menaçant. Comme un de ces anciens génies du mal que conjuraient les prêtres barbares. 25 juillet 1880.